Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu en audience au palais présidentiel le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, M. Oumar Touraï. Le 10 décembre prochain, à Abuja, au Nigeria, se tiendra le prochain sommet ordinaire de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le point de cette audience dans cette édition. À Dubaï, aux Émirats arabes unis, la COP28, la conférence des parties signataires à la Convention de cadre des Nations unies sur la lutte contre les changements climatiques s'ouvre ce jeudi 30 novembre 2023. La Côte d'Ivoire prend part à cette importante réunion portant sur les questions environnementales. La délégation ivoirienne est conduite par le vice-président de la République, Tiemokom Eliet-Koné. Au parc des expositions d'Abidjan, les acteurs des transports et de la mobilité urbaine réfléchissent depuis hier sur les voies et moyens à scruter, à mettre en œuvre afin de préserver l'environnement tout en privilégiant de nouveaux modes de transport. Cérémonie d'ouverture de cette 7e édition du Forum de la mobilité placée sous la présidence du chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous, merci de nous suivre. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier mercredi au palais de la présidence de la République avec le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, Oumar Touraï. Leurs échanges ont porté sur le prochain sommet ordinaire de la CEDEAO qui aura lieu le 10 décembre 2023 à Abuja au Nigeria. Jérôme Kofi Aboula. Le 10 décembre 2023, c'est la date choisie par la CEDEAO pour son prochain sommet prévu à Abuja au Nigeria. Reçu ce mercredi par le président de la République Alassane Ouattara, le président de la commission de la CEDEAO indique être venu apporter l'information à son hôte. Tout d'abord, je suis venu pour saluer son Excellence, Monsieur le Président. Nous sommes là pour exprimer notre gratitude à ce qu'il est en train de faire pour nous ici à Côte d'Ivoire ou bien dans la sous-région. Deuxièmement, j'ai lui donné quelques informations sur le sommet de 10 décembre, le sommet de la CEDEAO qui se tiendra à Abuja le 10 décembre. Et aussi, j'ai fait un tour de table avec son Excellence pour recevoir ses conseils sur les problèmes et les questions d'insécurité que la sous-région fait face actuellement. Pour le président de la commission de la CEDEAO, on ne peut pas se lasser de saluer toutes les actions que mène le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, au bénéfice de l'organisation sous-régionale. Et deuxième titre de ce journal, nous lisions à l'instant hors de nos frontières, du côté de Dubaï, aux Émirats arabes unis, la COP28 s'ouvre aujourd'hui la conférence des parties signataires à la Convention cadre des Nations unies sur la lutte contre les changements climatiques. Ils ouvrent donc ce jeudi 30 novembre. La Côte d'Ivoire prend part à cette importante réunion portant sur des questions environnementales. La délégation ivoirienne, comme vous pouvez le voir sur ces images, est conduite par le vice-président de la République, Tiemokom Eliet-Koné, le vice-président qui prendra part aux différents travaux du sommet mondial pour l'action climatique les 1er et 2 décembre prochains. Et toujours en rapport avec ce sujet, avec la COP28 bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que les Émirats arabes assurent la présidence de la COP28 avec le docteur Sultan Al-Jaber comme président de cette année. La COP28 de cette année marque la conclusion du bilan mondial, la première évaluation des progrès mondiaux dans la mise en œuvre de l'accord de Paris de 2015. Et en attendant d'avoir des échos de cette journée d'ouverture de la COP28, les acteurs des transports et de la mobilité urbaine réfléchissent depuis hier sur les voies et moyens à scruter et à mettre en œuvre afin de préserver l'environnement à tout temps privilégiant de nouveaux modes de transport. Ils ont encore 48 heures pour le faire. Cérémonie d'ouverture de la 7e édition du Forum de la mobilité placée sous la présidence du chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Reportage. L'Afrique de demain est au cœur du FISAT. Le Forum international et Salon africain des transports mobilisent cette année autour de la modernisation des écosystèmes logistiques et des infrastructures. Pour cette édition 2023, les organisateurs veulent relever le défi de la durabilité, de la sécurité et de la digitalisation, avec les jeunes comme cœur de cible. Innovation majeure cette année, nous avons décidé d'attirer l'attention de nos autorités
et du grand public sur des transports plus propres, des transports plus durables. Sur le continent, la thématique interpelle plus d'un acteur. Elle est l'une des préoccupations majeures de la CEDEAO. Afin de relever ce défi, la CEDEAO a mis en œuvre le projet et des activités visant à améliorer le réseau de transport routier régional, à réduire les durées de trajet, les coûts d'exploitation des véhicules, les délais de passage aux frontières, en collaboration avec les États membres et les partenaires du développement. Dans sa quête de redonner un nouveau souffle au secteur du transport, l'État de Côte d'Ivoire a mené depuis 2017 une série de réformes. Et si le pays est aujourd'hui l'un des modèles de réussite de l'espace CEDEAO, il en appelle à une synergie d'action. C'est le seul forum sur la question dans notre région. C'est également un forum qui porte sur un secteur qui est vital dans la construction d'une région intégrée telle que nous souhaitons, qui est vital également dans le développement de cette région, qui est important aussi pour la création d'emplois des jeunes. Et c'est un secteur et un forum qui viendront nous aider également à accélérer l'ensemble des réformes que nous devons mener ensemble. Au patron de la cérémonie, le Premier ministre est revenu sur la feuille de route du gouvernement. Il a insisté sur le développement de nouveaux modes de transport. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de ce vent de transformation du secteur des transports. Un très vaste programme est en cours depuis 2012, axé sur la modernisation et la professionnalisation du secteur. À travers les différents programmes nationaux de développement que nous appelons ici le PND, d'importants projets et réformes ont été mis en œuvre dans le secteur des transports malgré un contexte mondial difficile. Dans cette aventure de modernisation du secteur du transport, le développement des infrastructures occupe une place primordiale. Je ne doute pas que vous sortirez de cette rencontre avec des propositions concrètes, applicables immédiatement et profitable à tous nos pays. Pour Abidjan, par exemple, le transport multimodal est une chance pour Abidjan. Nous avons la lagune, nous avons des voies autoroutières, nous avons des voies express. Le Maroc est cette année l'invité d'honneur. Un rapport scientifique sur les questions de mobilité est attendu à la fin du FISAT 23. La rencontre s'est achevée sur une visite de stand. Un reportage d'Abdoulaye Koné. Dans les colonnes de l'actualité figure également l'adoption à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire du projet de loi sur l'exercice de la médecine, projet de loi présenté aux députés, un exercice auquel s'est livré le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle, Pierre Damba. Khalil Diomandé. À l'unanimité, les députés présents de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale adoptent le projet de loi portant exercice de la médecine en Côte d'Ivoire. Le texte comporte 9 chapitres et 66 articles. Il regroupe en un dispositif unique les dispositions existantes en matière de médecine afin de mieux encadrer la profession. Le médecin est au cœur du système de santé dans notre pays. Et ce secteur est très important, donc ne disposait pas donc de tests consolidés, c'était des tests divers et éparses et qui ne garantissaient pas donc la qualité des soins et l'exercice d'une médecine qui soit aux normes. Donc il a fallu que nous puissions rassembler tous ces tests pour avoir un test consolidé qui situe la responsabilité du médecin dans l'exercice de la fonction, mais également qui protège le médecin ainsi que le patient. Ce projet de loi vient également définir les fondamentaux pour exercer la médecine à titre privé ou implanter une structure sanitaire privée. Un point crucial pour le ministère de tutelle qui mène une lutte acharnée contre les officines illégales. Vous savez qu'il y a une prolifération donc, de cliniques illégales exercées par des gens qui ne respectent pas les normes. Il y a l'intervention donc, des gens qui n'ont pas la qualification qu'il faut. Et ce test vient régler tous ces problèmes. Je pense que c'est un test majeur qui va nous permettre donc d'organiser l'exercice de la médecine dans notre pays pour atteindre la qualité requise et prendre en soin donc, de la santé des Ivoiriens.
En dépit des nouvelles dispositions législatives, l'Ordre des médecins conserve son rôle de garant du respect de la déontologie de la profession médicale. Nul ne peut exercer en qualité de médecin que s'il détient un diplôme d'État ivoirien de docteur en médecine ou un diplôme étranger reconnu et s'il est inscrit au tableau de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Et marquons à présent une escale au pays de la samba, le Brésil, précisément à Sao Paulo, où s'est ouvert depuis hier le 3e forum mondial de l'UNESCO sur le racisme et les discriminations. Notre pays prend part à ces assises, représentées par la chaire UNESCO, Femmes et pouvoir de décision, avec à sa tête Euphrasia Okwasi, conseillère du Premier ministre en charge des questions du genre. Les détails avec notre envoyé spécial au Brésil, Didier Nguessan. Tous les hommes naissent libres et égaux. Mais dans la pratique, cette déclaration des Nations Unies reste encore un idéal à atteindre. Les barrières, entre autres, se nomment discrimination et racisme. Des mots au centre des réflexions du 3e Forum mondial de l'UNESCO à São Paulo, au Brésil. Dans la lutte contre le racisme, nous avons posé plusieurs actions, notamment une loi sur les quotas, un statut de l'égalité raciale, et l'enseignement de l'histoire des afrodescendants, de même que la création d'un ministère de l'égalité raciale depuis 11 mois. Ce ministère a permis à bon nombre de minorités d'accéder à la propriété. Notre expérience dans les favelas, les quartiers difficiles, nous forge. C'est une lutte collective. L'UNESCO déploie ainsi toutes ses énergies pour construire un monde meilleur. Nous avons besoin d'avoir des politiques et des décisions et d'actions qui soient vraiment effectives. Ce n'est pas seulement d'être convaincu qu'il faut faire quelque chose, c'est d'avoir les moyens de le faire d'une manière effective. Et maintenant, on va vraiment avoir beaucoup des idées, des actions qu'on va poursuivre pour vraiment avoir un impact meilleur. Dans la lutte contre les discriminations, la Côte d'Ivoire est plutôt bonne élève sur le continent, selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Le dernier rapport de 2023 montre la Côte d'Ivoire comme le premier pays à avoir le meilleur score de lutte contre les discriminations. Ça fait 17 ans que nous travaillons sur ces questions. C'est un programme de longue haleine. On a fait le genre de façon transversale. Le gouvernement est engagé, la société civile, les partenaires au développement, le ministère en charge de la femme. Nous travaillons ensemble pour qu'à l'horizon 2030, nous ayons de meilleurs résultats, mais aussi à l'horizon 2063, avec l'Union africaine, que vraiment cette discrimination diminue, sinon disparaisse. Euphrasia a partagé lors de ce panel les outils et les mécanismes mis en place en Côte d'Ivoire pour réduire les inégalités hommes-femmes. Et retour sur le continent africain, de Sao Paulo, direction Dakar au Sénégal. Diami Adio, le ministère sénégalais de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, organise la première édition de la Biennale de la recherche, de l'innovation, de l'industrialisation en Afrique. La Côte d'Ivoire est bien pays à l'honneur de cette biennale, est représentée par le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique Adama Diawara. Le bilan des actions entreprises pour le rayonnement de la recherche et de l'innovation a été présenté à l'occasion. Idem pour les perspectives. Fernand Conan, Sephora Zegui depuis Dakar. Le Sénégal veut maintenir son positionnement au niveau de la recherche et l'innovation. Le pays se donne donc les moyens à travers l'organisation de la première édition de la Biennale de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation en Afrique. Pour cette première édition, chercheurs, universitaires, étudiants et industriels se donnent la main pour une recherche plus innovante et plus compétitive. Au cœur de l'événement, des expositions de produits et services capables de rendre visibles et palpables les objectifs du développement durable dans les domaines de la santé et de l'agriculture. Si l'Afrique veut éliminer le palu, il faut impérativement avoir cette autonomie dans le domaine pharmaceutique, en produisant nous-mêmes nos médicaments. La Côte d'Ivoire, pays à l'honneur, est présente avec l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan. Nous avons une grande vision qu'on appelle énergie, avec l'engagement pour l'excellence, le noyau de la médecine nucléaire en Côte d'Ivoire. Alors ici, ce n'est pas exactement la radiothérapie, mais on appelle ça de l'irathérapie. C'est du traitement avec l'iode
radioactif l'iode 138. Prenant la parole, Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, est revenu sur les avancées réalisées en Côte d'Ivoire dans les domaines de la recherche agricole avec la mise au point par les chercheurs ivoiriens du cacao Mercedes. Cette biennale, qui est à sa première édition, est à saluer, à encourager et à soutenir, car non seulement elle adresse les problèmes fondamentaux auxquels sont confrontés nos systèmes de recherche et d'innovation, mais elle constitue l'un des cadres de réalisation de la mission principale assignée par nos États à nos systèmes de recherche et d'innovation, à savoir répondre de façon concrète aux problèmes de développement qui se posent à nos nations. La première édition de la Biennale de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation en Afrique est un catalyseur qui va encourager l'innovation dans la sous-région au regard de nombreux défis sanitaires et alimentaires, selon Macky Sall, le président de la République sénégalaise. La présente cérémonie est historique car elle matérialise un changement collectif de paradigme et témoigne de l'engagement solidaire et résolu de notre continent, de ses universitaires et chercheurs pour un avenir meilleur pour tous. En effet, en s'appuyant sur la science, la technologie et l'innovation, l'Afrique vise à accroître sa production agricole, sa production industrielle également, et surtout à garantir sa souveraineté alimentaire. Il s'agira pendant 3 jours de permettre aux universitaires, aux inventeurs et aux start-up africaines de créer ensemble un écosystème capable de prendre en charge les problématiques des communautés africaines. Et ici en Côte d'Ivoire, au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, l'heure est au bilan au sujet d'un projet de comptage biométrique des élèves des établissements techniques et professionnels. Le projet a été lancé il y a 2 ans et réuni en atelier à Grand-Bassam les experts de ce ministère qui ont évalué ses objectifs qui visent entre autres la maîtrise des effectifs dans ces établissements, mais aussi la mise en place d'un mécanisme devant permettre le règlement des dettes contractées avec les fondateurs de ces établissements. Issa Tchonoyeo. L'État veut être en règle sur le plan financier vis-à-vis des fondateurs des établissements techniques et professionnels privés. Pour ce faire, un atelier bilan sur le système de contrôle biométrique des élèves affectés par l'État est organisé à Grand-Bassam. Objectif, évaluer le processus de numérisation du comptage des élèves et élaborer des décisions de paiement des dettes à ses fondateurs dans un délai raisonnable. On nous offre une LUCAM pour pouvoir dire vraiment toutes les difficultés qu'on rencontre avec ce système effectivement. Voilà. Dire qu'il n'y a pas de problème, il y en a. Mais on pense que si on est là, c'est pour trouver les solutions. C'est le système de comptage de ceux qui sont affectés et qui sont effectivement inscrits et qui prennent effectivement les cours. Donc en matière de dette, il s'agit donc de prendre en compte et de ne payer que les élèves mis à la disposition des établissements privés qui se sont effectivement inscrits et qui prennent effectivement les cours dans les écoles. C'est le lieu de rappeler que ce projet de contrôle biométrique des élèves dans les établissements techniques et professionnels privés a été validé depuis 2 ans. Reportage signé Issa Tchonoyeo dans le secteur des télécommunications. Le grand public a pu prendre le pouls des résultats de l'étude portant sur la mesure de la Société de l'information, en abrégé MSI 2022, des résultats qui permettront aux chercheurs, aux entreprises privées et publiques d'avoir des informations actualisées, de quoi leur permettre de travailler aisément et d'être plus efficaces dans leurs domaines respectifs. Une opération initiée par l'autorité de régulation des télécommunications. Jean-Michel Quadio, Tanguy Tanguy. La télévision, l'ordinateur, la téléphonie mobile, la radio et l'Internet ont coûté plus de 1000 milliards de francs CFA aux ménages ivoiriens en 2022, selon l'étude sur la mesure de la Société de l'information initiée par l'ARTCI, Autorité de régulation des télécommunications du Côte d'Ivoire. Selon cette même source,
Plus d'1 million de personnes effectuent des achats en ligne, soit un taux de 7,6%. Cette étude prévue pour être présentée chaque année vise à évaluer le développement de la Côte d'Ivoire en matière de technologie de l'information et de la communication. Timide, 8% de la population fait du e-commerce en 2022. Il y a 3 ans, on était en dessous de 1%. Donc on dira que les chiffres sont relativement faibles encore, mais ça évolue plutôt bien. Ces résultats fournis par la RTCI au public permettent également aux parties prenantes, chercheurs, entreprises privées et publiques, d'avoir des informations factuelles leur permettant de prendre de bonnes décisions et d'être efficaces dans leur domaine d'activité respectif. Les résultats de cette étude permettent donc au pouvoir public d'adresser les défis du secteur pour un usage inclusif et plus abordable des services numériques, qui permet éventuellement aux acteurs du service privé d'affiner leur analyse. Créée en 2012, la RTCI a pour mission de promouvoir une économie numérique dynamique et prospère. Scrutons à présent un autre champ de recherche, Madame, Monsieur, couvrir les besoins nationaux en viande de petits ruminants par la production en vue du renforcement de la sécurité alimentaire. C'est l'objectif que vise le projet de développement de l'élevage des petits ruminants. En abrégé, Pro-Ovin, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, a procédé à son lancement sur le site de l'ancien Centre national ovin de Béoumi. Soro Corona. Selon les données du ministère des Ressources animales et halieutiques, la Côte d'Ivoire dépense plus de 400 milliards de francs CFA par an afin de satisfaire ses besoins en protéines animales. Le pays ne produit que 30% de sa consommation nationale. Pour renverser cette tendance, le ministère des Ressources animales et halieutiques a initié plusieurs projets, dont le projet de développement de l'élevage des petits ruminants Pro-Ovin. L'objectif global de ce projet est d'assurer la couverture des besoins nationaux en viande de petits ruminants par la production en vue de renforcer la sécurité alimentaire, l'augmentation des revenus des populations rurales. Avec le lancement du projet, c'est le Centre national ovin de Béoumi qui reprend du service avec la formation de plus de 1500 jeunes éleveurs modernes. C'est vraiment une opportunité à saisir. L'oviculture étant vraiment un domaine où tout jeune peut vraiment s'investir. Et voilà, avec le centre qui va les encadrer, les former, vraiment ça sera vraiment une réussite. Ça va nous arranger. Au lieu d'aller prendre des moutons au Mali ou soit au Burkina, si on a notre production ici, ça nous arrange. Le ministre des Ressources animales et halieutiques annonce la création d'un centre d'application spécialisé en élevage de petits ruminants. Qui ambitionne d'apporter un appui à la question de l'employabilité et à l'insertion des jeunes par la formation, l'installation et l'encadrement ainsi que le développement et la vulgarisation des techniques innovantes en insémination artificielle, l'amélioration génétique et l'aménagement agropastoral. Sidi Touré invite les jeunes à s'approprier le projet. En déclarant l'année 2023 année de la jeunesse, le président de la République vous met désormais au cœur de sa politique de développement. Il n'est plus question de lâcher prise. Vous serez toujours sa priorité. C'est pourquoi vous devez vous mobiliser et vous approprier tous les projets qui sont formulés pour vous, comme celui-ci. Le Pro-Ovin vise aussi à améliorer les races des petits ruminants pour augmenter la productivité, leur résistance aux maladies et leur qualité. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PONADEPA, Politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture. Et en attendant que ce projet porte tous ses fruits, prenons ensemble la direction de la région de Bouéké, où des jeunes ont reçu du conseil régional des bons d'achat scolaires et des permis de conduire. Une action sociale qui vise d'apporter un soutien matériel mieux scolaire aux familles de ces jeunes gens, mais également qui se donne pour objectif de contribuer à l'autonomisation économique de ces jeunes. L'initiative est du président du conseil régional de Bouéké, Jacques Assaoré-Conan. Kader Sokodoko. 40 étudiants et 111 élèves de la région de Bouéké reçoivent des bons d'achat scolaires. Ce n'est pas tout. 50 jeunes bénéficient de bons de permis de conduire. Cette action sociale est à mettre à l'actif du conseil régional de Bouéké. Une initiative qui vise à soutenir ces jeunes dans leur élan scolaire et à entreprendre une activité génératrice de revenus. Je suis très heureuse pour le permis de conduire que je viens de recevoir.
grâce au président du conseil régional. Je vais me perfectionner pour pouvoir conduire. Si on veut, je vais mieux étudier pour avancer. Le président du conseil régional de Gbeke invite les bénéficiaires à faire bon usage de cet accompagnement. Il s'agit de vous remettre des bons d'achat pour que ceux qui ont besoin de cahiers, de stylos et d'autres fournitures scolaires puissent se les acquérir et pouvoir continuer leur apprentissage. Nous allons continuer à vous accompagner. Mais en retour, nous vous demanderons des résultats, de prendre votre destin en main, d'avoir une vision pour vous-même. On va à l'école, on veut devenir quelqu'un d'humain. Le conseil régional de Gbeke débourse 12 885 000 francs CFA pour soutenir ses étudiants et ses jeunes en situation de vulnérabilité. Des actions sociales qui seront répétées dans d'autres domaines d'activité à travers toute la région de Gbeke. Et on parle aussi de cohésion sociale dans ce journal. Sur initiative du district autonome de Sassandra-Marawi, les populations de ce district ont été sensibilisées au vivre ensemble et au renforcement de la cohésion sociale. Une tournée de sensibilisation de ces populations a été organisée à cet effet. Jean-Marc Djadji. Cette campagne de sensibilisation a vu la mobilisation de toutes les couches sociales du district. Elle a permis de faire un état des lieux des actions menées dans le sens du renforcement de la cohésion sociale dans ces départements. Les représentants du ministre-gouverneur Mathieu Bado-Daré ont insisté sur la nécessité de préserver le vivre ensemble et la cohésion, gage de tout développement durable et harmonieux. Cette tournée visait donc à appuyer la sensibilisation des populations sur la solidarité et la cohésion sociale qui, dans notre esprit, sont indispensables à la pérennisation de la paix. C'est une condition sine qua non pour tout développement. Un message bien perçu par les populations. Parler de la cohésion, c'est un très bon thème pour parler de la paix, qui est si chère à tout le monde. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Cette tournée, entamée le 2 novembre, s'est achevée le 15 novembre 2023 dans la ville de Daloa. Et vous l'avez certainement reconnu à la voix, reportage commenté par Godefroy Okambawa, Jean-Marc Djadji, que nous aurons plaisir à retrouver au cours d'autres éditions. Afin de cavale pour le présumé assassin d'une institutrice de son fils, elle était en fonction au village de Batongouin, dans le département de Mans. Le présumé coupable a été mis aux arrêts par les éléments de la police nationale, puis conduit dans les locaux de la police judiciaire de la commune du Plateau. Un coup de filet réalisé grâce à la bonne coopération entre les forces de l'ordre et les populations de la commune d'Abobo. Christ Diomandé et Jean-Marc Djadji. Beaucoup de filets pour les éléments de la police nationale. Gorebi André Mohamed, présumé suspect du double assassinat de l'institutrice et de son fils, retrouvé égorgé à Batongouin dans le département de Mans, a été interpellé dans la commune d'Abobo. Il fut aperçu dans le quartier de Belleville. Bon, j'ai eu une altercation avec ma collègue. Voilà, Zézé, Kéké, Christelle, Flavie, voilà, pour une histoire de tontine. Elle m'a traité de drogué, bon, moi ça m'a énervé, que je fume la drogue et puis je viens l'emmerder. Il dit non mais on avait réglé l'affaire des dettes. Il t'a dit donne-moi quelques jours, je vais donner ton argent. Voilà, et moi aussi quand il a insulté, elle m'a giflé et il lui a porté un coup qui était mortel. Voilà, là je suis sorti, il a dit à ma femme, ah franchement, il sait que la femme là, il lui a donné la mort. Donc l'enfant de la dame était dehors. Donc l'enfant est entré, elle a accompagné l'enfant à l'intérieur. Et moi j'ai étouffé l'enfant. Ce n'est pas qui parle. Cette arrestation a eu du succès grâce à une bonne collaboration entre les forces de l'ordre et les riverains. Il se trouve désormais dans les locaux de la police criminelle avec sa compagne, présumée complice. Et bravo aux forces de l'ordre pour ce coup de filet important. Du sport dans ce journal, et c'est la Maréchaussée qui est à l'honneur. Comme vous pouvez le voir sur ces images, la caserne de gendarmerie d'Alban a abrité la 2e édition du challenge sportif. Les autres forces de sécurité et de défense ont pris part à l'événement sportif au menu à plusieurs disciplines. La première légion mobile de gendarmerie est sortie vainqueur de cette édition. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale, au Moyen-Orient, conflit israélo-palestinien, la trêve entre
Israël et le Hamas a été prolongé ce jeudi pour un 7e jour. Un prolongement de cette trêve pour permettre aux médiateurs de continuer à négocier de nouvelles libérations d'otages. Dans les deux camps, les libérations d'otages se poursuivent. Un nouveau groupe de 10 otages israéliens a été remis à la Croix-Rouge, dont 5 binationaux. Le Hamas a aussi annoncé avoir relâché 2 femmes otages russes et 4 Thaïlandais. En échange, Israël a libéré 30 prisonniers palestiniens. Selon les derniers chiffres avancés, le bilan des bombardements israéliens dans la bande de Gaza a fait près de 15 000 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.